Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Désolé pour la lumière. Je suis pas youtubeur, influenceur, je sais pas quoi. Mais voilà, je reconnais quand même que la lumière pour la vidéo, c'est un peu pourri, hein. Euh, mais je n'ai pas le choix parce que je n'ai pas d'autre lumière. Donc, on doit se contenter avec ce qu'on a. Bon, j'espère que vous allez bien, hmm, et en bonne santé. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer assez vite, malheureusement, parce qu'on ne peut pas, on peut pas perdre de temps, en fait. Donc, je commence aujourd'hui, je ne veux pas attendre tout le monde. Hmm. Mais malheureusement, il faut qu'on commence assez vite, sinon on va pas réussir à arriver à la fin dans les bons délais. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous allez en bonne santé, ainsi que vos familles, hein. Et pour ceux qui prennent leur petit-déj dans ces moments, je souhaite donc un bon appétit. Voilà. Euh, et on commence là tout de suite parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre. Bon, la première chose que je voulais vous communiquer, hein, je veux juste ça me saoule. Je voulais juste vous communiquer que viens de laisser un fichier sur Etrel, hein, un fichier PDF, qui va vous aider un peu à comprendre quelque chose. Et il y a plusieurs exemples de références bibliographiques, de comment faire des références bibliographiques, tout ça. Et ça, je vous avance que c'est un des éléments qui va être présent au moment de notre dernier devoir que va se trouver la semaine prochaine. Il faut, je dois avouer aussi que les, les devoirs maison que vous devez me rendre, il va, il va parler de deux contenus, hein, qui c'est les contenus qu'on a vus de sommaire, plus les contenus que on a vu, on va voir aujourd'hui de citations et références bibliographiques. Euh, mais pour les régimes dérogatoires, section régime dérogatoire, ils vont avoir une autre devoir. Hein, ça va être un peu différent parce que ça va englober tous les contenus du semestre. Si vous êtes en régime dérogatoire, c'est comme ça que va se passer. Sauf si vous avez fait, si vous êtes en régime dérogatoire, mais vous avez quand même fait les autres activités. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais donc je commence fort, je commence là déjà. Euh, et sinon, on n'a pas de temps. Voilà. Euh, comme d'hab, mon machin, il ne marche pas. Allez, on y va. On y va, on y va. Bon, je vérifie juste. Oui, c'est bon. Bon, du coup, en gros, c'est qu'on on avait à voir concernant les sommaires, on a vu. Faut se souvenir que les sommaires, il est un peu différent de la table des matières, hein. On avait discuté que les sommaires, ça vient au début du travail. Il contient juste les éléments de titre 1 et 2. Ça veut dire de niveau 1 et 2, hein. Par contre, la table des matières vient à la fin de votre travail et aussi elle contient tous les chapitres, tous les sous-titres de votre travail. C'est beaucoup plus détaillé. Voilà. Par rapport à ce qu'on a vu concernant les sommaires, c'est possible de. Vous êtes désormais capable de vous développer, de vous débrouiller, hein, en sachant que on peut aller dans les styles, on peut créer de nouveaux styles, on peut mélanger avec ça.
selon nos besoins, comme on avait fait. On avait travaillé avec les titres, les niveaux 1 non numérotés, les niveaux 1 numérotés et les niveaux 2 aussi. Donc voilà, vous êtes tout à fait capable d'appliquer la même technique, la même stratégie pour n'importe quel niveau. Je vous rappelle aussi que si vous n'avez pas encore les fait, si vous pouvez écrire un petit bonjour sur les chats, comme ça je peux contrôler votre présence, je vous remercie. Bon, du coup, on commence là, citation en référence bibliographique, c'est une chose très très importante parce que c'est une chose très importante pour l'évaluation de la qualité académique et de la qualité scientifique de vos mémoires. Hein. Vos mémoires soit des recherches, soit vos mémoires de stage. Voilà. Bon, la première chose qu'on va se poser, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est tout ça, hein? Parce qu'on parle souvent de citations bibliographiques et références bibliographiques. Donc, il faut comprendre que dans cette partie-là, on a trois éléments. Hein, trois éléments, chacun un différent de l'autre, un différent de l'autre, et que les trois ensemble composent un système. Hein. Donc, c'est les systèmes de référence de votre travail. Donc, on a les citations, on a la bibliographie et on a les références bibliographiques. Donc, ces trois choses qui ont lien entre eux, se ressemblent, même au niveau de nom, et on peut les mélanger facilement. Donc, il faut faire gaffe parce qu'en vrai, ce sont trois choses différentes. Et c'est exactement les filles que ce sont trois choses différentes qui se ressemblent et qui ont lien entre eux, qui permet de créer ce qu'on appelle un système de référence. Donc, là, ces trois éléments sont responsables pour la construction du système de référence de votre travail, ainsi que et ils aident à assurer la validité de vos approches et vos arguments, en plus de leur poids scientifique respectif. Ça veut dire que il faut savoir que dans un travail académique, soit en mémoire de stage, soit en mémoire de recherche, hein, on ne peut pas affirmer quelque chose de nos propres connaissances. Ça veut dire que si j'affirme qu'il est ciel, il est bleu, pour plus que je peux comprendre qu'il soit une chose, il est bleu, pour plus que je puisse comprendre que c'est une chose que tout le monde voit, tout le monde connaît, hein, il faut expliquer que c'est donc telle personne, tel scientifique, tel géographe, tel biologiste, tel je sais pas qui, affirme que oh, c'est donc telle personne, les ciels il est bleu parce que c'est une combinaison de gaz qu'il y a selon la lumière, la radiation du soleil fait que la lumière qu'on voit au ciel soit convertie dans la couleur bleue. Voilà. Il faut expliquer de façon scientifique, il faut tout ce qu'on dit dans un travail comme celui-là doit être justifié avec les dialogues, hein, et la pensée d'un auteur. Donc, soit, peu importe les niveaux, soit master de stage, mémoire de stage, soit mémoire de recherche, voire même doctorat. On ne peut pas affirmer des choses sans avoir ces reculs scientifiques. Vous voyez. Donc, c'est là que ça devient important et ça devient un peu compliqué, l'histoire de citation et la référence bibliographique. Donc, n'importe ce que vous allez faire, si vous allez par exemple parler du secteur de marketing, que vous êtes en train de travailler dans le département de publicité et tout ça, la publicité, est-ce que la publicité fait partie de marketing ou pas? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Vous pouvez dire que non, ce n'est pas la même chose. Mais donc, avec, on va dire, quelle référence, quelle citation vous allez utiliser pour appuyer vos arguments? Vous voyez? Donc, vous allez sortir des livres, des articles qui vont appuyer tous vos arguments. Donc, voilà.
Donc, on commence par comprendre l'histoire de la bibliographie. Qu'est-ce que c'est la bibliographie, hein? Par définition, c'est une science ayant pour l'objet la recherche, la transcription, la description, l'analyse et le classement des documents écrits et des livres en vue d'établir le recensement. Hein. C'est que c'est pour nous la définition qu'on va retenir, c'est ça, là, les classements de documents écrits des livres en vue d'établir le recensement. Et on voit que ça, c'est repris dans l'autre définition, liste recensant des titres, des références, des écrits, des livres, des périodiques relatifs à un domaine général ou spécialisé. Donc, on voit que, en gros, c'est un classement, c'est une liste. Et quoi d'autre? La biographie contient, on voit que c'est déjà les contenus. Hein. La biographie contient la liste des références bibliographiques de l'ensemble des sources utilisées, citées ou paraphrasées dans votre document. Donc, on a la première distinction. On voit que la bibliographie contient la liste des références bibliographiques. Première chose à garder. Hein. On dit que la biographie qui est à la fin de votre travail contient plusieurs éléments. Chaque élément qui compose la biographie est appelé des références bibliographiques. Et chaque référence bibliographique, on va voir ensuite, hein, mais chaque référence bibliographique, elle est là parce qu'il y a eu une citation de cet auteur, de cet ouvrage, dans votre travail, pendant votre travail. Donc, ça explique pourquoi il y a cette référence bibliographique. On ne peut pas utiliser, on ne peut pas mettre une référence bibliographique à la fin de notre travail, dans notre bibliographie, si on n'a pas utilisé l'auteur ou l'ouvrage. Voilà. Donc, cette liste, elle n'a pas fait n'importe comment. Cette liste est présentée triée par ordre alphabétique des noms des auteurs, puis par ordre chronologique pour le même auteur. Ça veut dire que, je vais vous montrer là. Voilà. Ce que je vais vous montrer, c'est mon doctorat. Hein, ma partie de doctorat, ma traduction, mon résumé en français. Hein. Donc, l'ordre, en fait, vous voyez, c'est l'ordre alphabétique. Hein. Donc, voilà. Et aussi, dans l'ordre alphabétique, on choisit la date. Je vais juste prendre. Voilà. On organise plusieurs ouvrages selon la date de parution. Ça veut dire que là, il a plusieurs travaux de Floch, Jean-Marie Floch, d'accord? Donc Floch là, Floch là, Floch là, tout ce qui ont ces traits-là, c'est juste pour indiquer, pour ne pas répéter les noms, et pour indiquer que c'est les mêmes auteurs en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il a plusieurs Floch, donc Jean-Marie Floch, il a plusieurs textes, plusieurs références que j'ai utilisées de Floch. Et comment j'organise chaque référence? Simple, j'organise chaque référence par par ordre alphabétique, vous voyez, de D au F, mais dans le même auteur, j'organise aussi par l'année de parution. Vous voyez, 1979, après 1980, après 1981. Par contre, s'il y a deux textes qui ont été publiés dans la même année, comme c'est le cas là, hein, Kandinsky, sémiotique d'un discours plastique non figuratif et sémiotique plastique et langage publicitaire. Vous allez voir que dans ces cadres, les deux textes ils sont parus dans la même année. Donc, on va les organiser selon les moments qu'ils apparaissent dans les textes. Les premiers qu'on met dans le texte, qui ont aussi dans le texte, on met en premier et les deuxièmes en deuxième. Voilà. Donc, Kandinsky, sémiotique d'un discours plastique non figuratif, c'est celui que j'ai cité en premier. Et sémiotique plastique et langage publicitaire, c'est celui que j'ai cité en deuxième dans mon texte. La différence pour les différencier, on va dire comme ça,
hein, c'est que s'ils sont de la même année, on va faire cette distinction exactement en mettant cette lettre A dans le premier et cette lettre B. Ici, là, en troisième, la lettre C, D, E, F. Voilà, donc on continue comme ça. Hein. Jusqu'à là, tranquille, c'est la partie théorique de la bibliographie, des références bibliographiques, voilà. Donc, on vient de voir ordre chronologique, ordre alphabétique dans l'ensemble, et après chronologique pour le même auteur. Et on voit que la bibliographie n'est pas présentée par type de document. Donc, on a vu aussi que là, c'est en livre. Hein. Attends, non. Là, sont deux revues. Là, c'est en livre, Petite mythologie de l'œil et de l'esprit, pour une sémantique plastique. Vous voyez, là, sont des articles publiés dans revue. Hein. Donc, là, c'est une revue entière. Donc, vous voyez, peu importe si c'est un article, un livre, ou livre imprimé, ou un e-book, si c'est une vidéo sur YouTube, peu importe. Là, c'est un dictionnaire, en haut, ça vient d'un dictionnaire. Donc, peu importe, hein, peu importe. Peu importe les types, on est là. Peu importe les types de documents, ils vont être triés par ordre alphabétique et chronologique pour le même auteur. C'est toujours comme ça. Hein. La biographie se trouve donc à la fin de votre document. C'est la dernière page numérotée. Ça veut dire qu'elle vient même après les tables de matière. Voilà. Donc, pour continuer à parler de la biographie, je ne sais pas si je l'ai ici. Pour continuer à parler de la... Je sais pas. Bon, pour continuer à parler de la bibliographie permet donc d'indiquer la source, hein, d'indiquer la source de ces informations, de respecter les droits d'auteur des documents utilisés, de montrer les sérieux de ces recherches, voire de faire un état de l'art sur les publications autour du sujet donné. Ça veut dire qu'elle va montrer si la profondeur de votre recherche. Hein. Et donc, la présentation de la bibliographie doit être homogène suivant les styles choisis. Suivant les styles choisis, on sait qu'on a, par exemple, les styles des citations de Harvard, de la ABNT, on a aussi l'APA, et voilà. Nous, on va utiliser une mise en page qui, c'est de la ISO 690, je vais la citer tout à l'heure, vous allez voir, qui c'est la référence européenne pour les travaux académiques. Bon, voilà. L'important donc, c'est une fois qu'on a commencé à utiliser une façon de citer, de construire les références bibliographiques, on va toujours reproduire la même façon. On ne peut pas changer de façon de citer au milieu de choses. De la même façon qu'on ne peut pas changer, par exemple, la police de notre travail au milieu du travail. On doit toujours utiliser, vous pouvez utiliser soit Times, soit Arial, mais il faut que vous choisissez juste une police. Voilà. Et ça sera la même police pour tout votre travail. La bibliographie de votre mémoire de stage est composée de plusieurs références bibliographiques. Ah oui, ça ne sert à rien de faire votre mémoire de stage en citant juste une référence, parce que ça, c'est pas de la recherche. Hein. C'est la même chose que lire Harry Potter, juste les premiers et les derniers livres.
Vous voyez, qu'est-ce qui se passe, d'où sortent tous ces gens-là, voilà, c'est pas très clair, hein. Donc voilà. Toutes les références bibliographiques doivent obligatoirement avoir été utilisées pour la rédaction de votre mémoire de stage. Ça veut dire que chaque référence bibliographique qui est dans la bibliographie doit être citée, doit avoir une citation. Si on a lu quelque chose, mais on n'a pas trouvé des informations importantes et on n'a pas fait une citation dans notre travail, on ne va pas les mettre en référence bibliographique. Voilà. Mais donc, la réponse, c'est si la question est si la bibliographie est composée par plusieurs références bibliographiques, comment on peut construire donc une bonne bibliographie, hein? La réponse, elle est assez simple. Ça veut dire que on doit réaliser des citations, hein. Et ces citations peuvent être de deux façons. Les citations directes en indirectes, hein. On va revenir à la construction des références plus tard, et surtout que la construction des références fait partie de fichiers que je vous mis sur EPREL aussi, hein, sur documents et liens. Bon, donc, qu'est-ce que c'est la citation? C'est effectivement l'action de citer les paroles, les écrits de l'auteur, action de citer un passage d'auteur et de reproduire exactement ce qu'il a dit ou écrit oralement ou dans un texte. Paroles, ou phrases, passages, texte emprunté en auteur et que l'on reproduit textuellement des vive voix ou par écrit pour illustrer, éclairer ou appuyer ce que l'on veut dire. Par exemple, quand je parle dans les cours de théorie de communication, de la théorie de Laswell, ou encore de la théorie de Cheney-Weaver, ou encore de la théorie de hypodermique, je sais pas, ou encore de quoi que ce soit, je présente les paroles de l'auteur. Donc je dis selon Laswell, je sais pas quoi, selon Shannon, je sais pas quoi. Voilà. Donc c'est ça. Nous pouvons comprendre qu'une citation est un passage tiré d'un ouvrage pour illustrer ou appuyer ce qu'on avance dans un travail. Donc tout ce qu'on dit est appuyé par notre auteur, par notre pensée qui est plus légitimée que nous, on va dire, qui a sa place dans l'histoire en tant que chercheur, voilà, donc qui a une parole plus légitimée que la nôtre. Voilà. On doit absolument en indiquer nos sources. Si je prends l'idée de quelqu'un d'autre, je dois l'indiquer. On est obligé pour, pour respecter exactement les droits de l'auteur. Et cette obligation, hein, vaut pour toutes les sources. Livres, articles de périodiques, encyclopédies, documents audiovisuels, pages web, œuvres d'art, billets de blog, tout, 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 tout qui n'est pas venu de notre tête, on doit les citer, on doit les référencier. Et tout qui on a vu à quelque part, on doit. Si on a pris quelque chose, évidemment, on peut citer même de cours qu'on a eu, hein, on peut faire cette citation, mais il y a une façon spécifique de faire. Du coup, il faut aller vérifier ça. Bon. Et on peut demander pourquoi c'était ces sources. D'abord, pour ajouter une valeur à son travail de recherche, tout en respectant les droits de l'auteur. En faisant référence à diverses sources extérieures à son travail et en les citant, on valorise son propre travail. Ça veut dire que plus on fait des citations, ça montre qu'on a fait pas mal de recherches, on a lu pas mal des articles, donc ça apporte du poids. En plus de respecter l'autre, ça apporte du poids scientifique à notre travail, hein. Mais par contre, s'il est important de s'inspirer des différents auteurs, lorsqu'on rédige un travail de recherche, on doit cependant s'assurer de reconnaître la paternité, c'est-à-dire de faire effectivement la citation, hein, des idées ou des écrits qui ont enrichi les travaux et ainsi rendre César, c'est que César, c'est qu'appartient à César. Voilà. On doit aussi citer nos sources pour développer nos aptitudes de recherche, hein, en cherchant de
de sources, des références et en les citant, on s'assure d'une formation de qualité. Ça veut dire que je sais que vous êtes capable, et ça impose sur votre évaluation de votre mémoire de stage. Et c'est très important, cela. C'est très important. Citez tout, écrivez tout en s'appuyant sur quelqu'un, sur un auteur, sur plusieurs auteurs, voilà. Hein. Vous pouvez même faire dialoguer plusieurs auteurs qui ont un point de vue différent et après choisir un point de vue vous-même. Donc voilà. En cherchant des sources, des références et en les citant, on s'assure d'une formation de qualité. Et ça a un poids sur votre évaluation à la fin. Hein. Surtout que vous avez une soutenance à faire. Faire soi-même les travaux, c'est apprendre à chercher de l'information et à bien l'utiliser. C'est également acquérir un savoir-faire qui servira tout au long de la vie professionnelle. Tout au long de la vie professionnelle, parce qu'au bout du moment, vous allez devoir chercher des informations pour une réunion, pour développer une activité dans un secteur. Voilà. Hein. Comment, si vous voulez apprendre comment se passe la tarification maritime dans un tel pays, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher. Mais où vous allez chercher? Vous voyez? Donc là, ça fait partie aussi de votre vie professionnelle. C'est dans ce sens. Démontrer aussi un sens éthique de l'éthique professionnelle. Il faut permettre au lecteur de vérifier les attitudes des données rapportées de textes cités, ou encore de voir la citation en contexte. C'est un principe de base de la communication scientifique. Ça veut dire que dès que vous citez, que vous copiez un extrait d'un livre, vous mettez la citation. Si cet extrait m'intéresse, je peux aller directement à la source primaire pour vérifier ce que l'auteur a dit dans tout son contexte. Et avec cela, je peux aussi vérifier si vous avez ou pas sorti la phrase de contexte. Hein. Des fois, vous pouvez dire, les messieurs, par exemple, je vais donner un exemple à Lacan et que n'a aucun approche avec la réalité. Hein. Donc, par exemple, Voltaire a dit que les messieurs, il a croqué la pomme parce qu'il y avait la joie de vivre. Mais par contre, vous avez fait la citation de Voltaire, je suis parti vérifier dans les livres de Voltaire, en fait, il disait que les messieurs a croqué la pomme de la mort. Donc, si les messieurs a croqué la pomme de la mort, comment il peut avoir la joie de vivre? Vous voyez? Donc là, vous avez sorti la citation de contexte, et moi, en tant que chercheur scientifique, je peux y aller vérifier votre source et constater si vous avez changé ou pas l'essence de la phrase. Donc voilà, il faut garder la proportion, il faut garder l'essence des citations. Et aussi, on vient de citer là, pour faciliter les repérages des sources par les lecteurs. Permettre au lecteur qui voudra en savoir davantage sur un texte en auteur mentionné dans le travail, de retracer les sources qu'on a utilisées. Ce qui est possible seulement si les références complètes de celles-ci ont été données dans le document. C'est exactement les cas qu'on vient de faire, que Voltaire, vous citez Voltaire, que les messieurs a croqué la pomme, et donc il y avait la joie de vivre. Mais avec votre citation, je peux récupérer l'ouvrage, je peux récupérer les textes, je peux même récupérer la page exacte, donc d'où se trouve votre passage utilisé. Et là, je peux vérifier comment se passent les choses dans le texte de Voltaire lui-même. Voilà. Et quand il faut citer, hein, lorsqu'on rapporte moi, c'est que quelqu'un d'autre pardon. Lorsqu'on rapporte mot à mot ce que quelqu'un d'autre a dit ou écrit, on doit citer. Lorsqu'on paraphrase, c'est-à-dire que nous utilisons de nos propres mots pour dire ce que quelqu'un d'autre a dit ou écrit, on doit citer. Lorsqu'on intègre des photographies, images, données, statistiques, graphiques dans un document qui est la source utilisée, soit un document publié ou non publié, on doit citer. Un document qu'on utilise, un document imprimé ou disponible sur Internet, on doit citer. N'importe quel document qui soit protégé par les droits de l'auteur ou du domaine public, on doit les citer. C'est-à-dire qu'on doit citer tout le temps. On doit repérer nos sources. Voilà.
C'est ça. Et ok, il faut éviter de citer un long extrait qui pourrait être résumé, encore lorsque seulement certaines pages pourraient être citées. Évidemment, vous n'allez pas faire tout un travail de citation. Vous allez organiser les choses, vous allez explorer quelques éléments, vous allez vous-même développer quelques idées, hein, mais par exemple, vous n'allez pas citer un chapitre entier, parce que sinon, ce n'est pas votre boulot. Hein. Donc, quelle est l'idée, quels sont les extraits? Donc, voilà, il faut vraiment prendre l'essentiel et pas tous les travaux de l'autre. Hein. Et aussi, ce qu'on ne peut pas citer sont les propres expériences qu'on a eues, ou observations, ou encore quand on livre ces idées sur nos sujets. À l'exception exacte, hein, quand on parle d'un travail d'observation, c'est-à-dire plutôt un travail d'anthropologie ou sociologie, dont notre objectif, c'est exactement d'aller sur place et vérifier et observer ce qu'ils font les êtres humains, les sujets qui là y vivent. Et par contre, c'est pas juste observer, il y a une méthodologie derrière. Donc c'est celle-là qu'il faut citer. Vous voyez. Et ça peut être très intéressant pour votre travail. Hein. Comme vous euh, deviez faire une sorte d'observation technique, vous pouvez évidemment choisir comment je vais faire cette observation technique. Donc, comment citer? Hein? Citation. D'abord, qu'on a deux types de citations qu'on a vu au début du cours. La citation directe et la citation indirecte. Donc, la différence, c'est que la citation directe, elle est divisée en deux parties. Hein. La citation directe courte et la citation directe longue. D'abord, donc, on commence par la citation directe. Qu'est-ce que c'est? La citation directe est un extrait, peu importe si elle est courte ou longue, hein, est un extrait de texte qui est copié sans aucune modification. Les célèbres copier-coller, et ça, on sait faire très très bien. Hein. Donc, pas de souci pour vous, hein, mais même pour moi. Euh, toute citation directe doit contenir dans sa référence les noms de l'auteur, plus l'année de l'œuvre, plus la page où l'extrait s'y trouve. Voilà, nom de l'auteur, l'année de l'œuvre, hein, vous voyez, et page. Toutes les citations directes doivent contenir ces informations. La citation directe courte, hein, il y a tous ces éléments-là, mais c'est un extrait inséré directement dans votre texte et facilement identifié car il est mis entre guillemets. Hein. Cet extrait suit la même mise en forme de texte de votre rédaction, c'est-à-dire les styles corps de texte. Hein. Vous n'allez pas devoir mettre une autre mise en forme pour cela, ni une autre mise en page. Il ne peut pas, par contre, la limitation, c'est qu'il ne peut pas dépasser 3 lignes entières de longueur. Donc, vous devez faire un copier-coller, mettre entre guillemets, citer, faire l'appel à citation de l'auteur, de l'année, plus de la page, hein, mais cet extrait copié ne peut pas dépasser 3 lignes entières. Un exemple de ma thèse aussi, hein. À partir de cette perspective, l'impulsion de ce méticien je commence la citation, je ouvre les guillemets, conviction intuitive de l'existence d'une signification autre, plus profonde. Je ferme les guillemets et je fais la citation. Nom de l'auteur, l'ouvrage, l'année de l'ouvrage et page où vous pouvez trouver. Voilà. Donc, là, c'est ma citation directe. Vous voyez que je ne change pas la mise en page ni la mise en forme de texte. Je mets juste entre guillemets et appel à citation. Voilà, pour repérer d'où j'ai sorti ça. Citation directe longue. C'est un extrait, là c'est une autre chose déjà. Hein. Quand ça continue la citation directe, ça veut dire que c'est encore un copier-coller et on doit encore faire la citation auteur, année et page. Hein. Donc, c'est un extrait copié dans son intégralité comme celui de la citation courte, copier-coller, hein, mais à la différence qu'il doit occuper plus que 3 lignes. Si la citation directe courte
devrait avoir max 3 lignes, celui-là, il doit être plus grand que 3 lignes. Et en raison de cela, il doit se présenter autrement. Sa mise en page et sa mise en forme est différente. Il doit être détaché de texte. Hein. Une ligne de distance du paragraphe précédent et du paragraphe suivant. Ça va les séparer. Hein. Possède aussi une mise en page particulière. Nous allons voir que la mise en page particulière de la citation directe longue est exactement police Arial, all times New Roman, comme vous préférez. Taille, c'est plus la taille 12 de la police, c'est la taille 10. Interligne, ce n'est pas la taille, l'interligne 1,5, mais l'interligne simple. Les alignements, ça reste justifié, mais les retraits, c'est gauche 4 cm. Hein. Ça donne à peu près cet effet-là. Je ne sais pas si je vais arriver à trouver dans ma thèse. Là, c'est la traduction, donc je ne sais pas exactement si... Voilà. Dans la thèse, ça donne à peu près cet effet-là. Vous voyez, c'est différent. Ça détache, ça se voit, c'est clair. Donc, vous allez voir que j'ai mis la citation ici. Hein, l'appel à citation. Donc, voilà. Donc, là, c'est mon texte. Là, c'est la citation directe. La grille de lecture de nature sémantique sollicite donc l'appel à citation, Greimas, 1984, page 10. Voilà. Hein? Une espace avant, une ligne de différence avant, une ligne de différence après, les retraits des 4 cm entre les paragraphes. Hein? Voilà. Donc, une interligne simple aussi, et la taille 10. Vous voyez que c'est différent. C'est avec cette mise en page et cette mise en forme particulière que nous vont voir clairement que c'est une citation directe longue. Hein. Je vérifie, c'est bon. D'accord. Et maintenant, la citation en direct. À mon avis, elle est beaucoup plus difficile à faire. Hein. Vous n'allez pas forcément l'utiliser dans votre travail, je pense. Sauf si vous avez lu tout un article, tout un livre, vous avez réussi à extraire de cet article, de cet livre, l'idée principale. Hein. Ça, c'est la seule condition. Bon, donc la citation en direct n'utilise pas la technique de copier-coller. C'est ça les problèmes. Au contraire, elle n'utilise presque pas les mots que l'auteur dans sa source primaire a utilisés. Elle envisage plutôt la transmission de l'idée principale existante dans un texte, dans un chapitre ou dans un extrait. Paraphraser, c'est exprimer en vos propres mots l'idée d'une autre personne. Comme je viens de dire, c'est exactement, j'ai lu tout un article et j'ai réussi à saisir l'idée principale de ce texte et ses conclusions. Donc, ça, je peux exprimer avec mes propres mots en faisant la citation, mais à partir de ce qu'on appelle les citations en direct. Voilà. Donc, en s'intégrant directement au texte, la paraphrase en facilite la lecture et suit la même mise en page du style corps de texte. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire au niveau de mise en page, de mise en forme. C'est comme si c'était votre propre texte. Donc, c'est exactement pour cela qu'elle est particulièrement utile dans les cas où les termes utilisés par l'auteur n'apparaissent pas adéquats pour ce qu'on veut démontrer. Des fois, il utilise un langage très archaïque, encore très distincte, et nous avons une façon plus facile de l'expliquer. Donc voilà, dans ces cas, c'est plutôt intéressant d'utiliser la paraphrase. Cependant, la paraphrase ne consiste pas seulement à remplacer les mots du texte original par des synonymes. Il faut complètement réécrire les passages, c'est-à-dire changer les mots et la structure des phrases. Si on veut conserver, ne sera-ce que quelques mots de passage original. Et ces mots qu'on les conserve, on doit mettre entre guillemets. Bientôt, je vais vous montrer un exemple. Son utilisation est importante, d'autres avantages concernant la citation indirecte. Son utilisation est importante car elle montre qu'on a vraiment compris ce que l'auteur a voulu dire. On arrive à saisir de 10 pages de l'article, par exemple,
son idée principale. Elle permet de mettre en valeur votre propre style d'écriture, car ce sont vos mots et non ceux de l'auteur qui apparaissent sur la page. Aussi, l'enchaînement entre ces idées et celles des autres sera par l'effet même plus fluide. Ça veut dire que le texte il va être plus agréable à lire dans le sens qu'il ne va pas avoir de coupure visuelle ni de coupure de la citation directe. Mais ça, c'est pas forcément un problème. Cependant, la citation en direct exige aussi la référence du document d'où provient l'information. Ça veut dire qu'on peut faire changer les mots, on peut faire tout ça, mais il faut toujours faire ce qu'on appelle de appel à citation. Ça veut dire montrer le nom de l'auteur plus l'année de l'ouvrage. La page d'où vous avez extrait ces informations, là n'est pas nécessaire. Parce qu'exactement, vous avez saisi l'idée principale du texte. Donc, ce n'est pas possible d'indiquer une seule page. Un exemple de citation directe longue, vous voyez qu'il n'y a pas de changement de texte, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de rien. Là, par exemple, c'est le texte original. Et là, il dit leur principal problème n'est pas dans le travail lui-même, qui est leur incapacité totale à trouver de plaisir en dehors de celui-ci. Lorsqu'ils ne travaillent pas, les week-ends ou pendant les vacances, ils se sentent mal, insatisfaits et par contre-coup s'investissent encore plus dans leur travail. Ça, c'est le texte original de Légérand 2003, page 68. Les textes paraphrasés, ou la citation en direct, comme vous préférez appeler, d'après Patrick Légérand 2003, appel à citation, vous voyez la citation là. Du coup, je peux aller dans la bibliographie chercher cette référence bibliographique. D'après Patrick Légérand, ce n'est pas le travail qui pose problème ou workaholic. C'est plutôt le fait qu'il leur est impossible de retirer une quelconque satisfaction des moments de détente, comme les fins de semaine et les périodes de vacances. Et c'est à un point que cela aura pour conséquence qu'ils se consacreront encore plus à leur travail. Vous voyez, c'est la même idée là, mais écrite d'une façon complètement différente. Et moi, particulièrement, je trouve beaucoup plus clair les textes paraphrasés que le texte original lui-même. Donc, vous voyez. Mais pour cela, évidemment, il faut avoir saisi les textes. On a aussi quelques modifications dans les citations qu'on peut faire. Pour assurer, et on peut faire ces modifications exactement pour assurer une cohérence de l'écriture et maintenir le texte compréhensible. Dans ces cas, des modifications mineures doivent parfois être apportées à la citation. Par exemple, des mots doivent être ajoutés ou supprimés, ou encore des pronoms nécessitent d'être explicités. On va voir quelques exemples. Quand on veut, par exemple, donner des explications sur un terme ou donner des renseignements supplémentaires. On a pris la citation de Lurie, 1999, page 10. Elle, mais elle qui? Si on met juste elles font appel à l'enfant imaginatif, mais elle qui? Elle, les œuvres pour la jeunesse. Les œuvres pour la jeunesse. Donc, dans ces cas, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français, je suis désolé, mais cochette, je ne sais pas, les cochettes peut-être. On met tous les sortes de compléments qu'on fait, ou des corrections qu'on fait entre ces deux symboles là. Et on ajoute l'information. Elle qui, les œuvres pour la jeunesse, font appel à l'enfant. Voilà la première modification. Deuxième modification, on peut aussi indiquer que certains mots de la citation ont été mis en évidence. Là, la linguistique diachronique, au contraire, doit distinguer deux perspectives. L'une prospective, qui suit les cours de temps, l'autre rétrospective, qui les remonte. Vous voyez que là, j'ai mis en italique. Mais qui a mis en italique? C'était moi qui voulais attirer l'attention à ces mots-là, ou c'était Saussure qui voulait attirer l'attention à ces mots-là. Bon, pour savoir ça,
hein, j'ai mis que c'était l'auteur souligne. Ça veut dire que c'était Saussure qui a souligné prospective et rétrospective. Donc, c'était Saussure qui voulait attirer l'attention à ces deux termes, et pas moi. Si c'était moi qui a voulu faire ces genres de modifications, j'allais substituer l'auteur souligne pour nous soulignons. Voilà, tout simple. Quand on veut aussi, on peut faire des modifications quand on veut indiquer la suppression de certaines parties du texte original. Soit parce qu'il y a une explication qui n'est pas intéressante pour nous, soit parce qu'il y a une partie qui ça rend plutôt confus qui nous aide à expliquer quelque chose. Par exemple, vous voyez que là, j'ai ajouté deux choses. D'un côté, les concepts, ça veut dire les signifier, la première modification que j'ai ajoutée, hein. D'un côté, les concepts nous apparaît comme la contrepartie de l'image auditive à l'intérieur du signe. Là, encore une fois, crochette, 3 points, et je ferme. Donc, là, ça veut dire qu'il y avait une partie de texte là que j'ai supprimée, que j'ai enlevée. Parce qu'il il n'y avait pas de sens pour moi de le mettre ici. Parce que c'était une autre explication qui prolongeait celle-là. Et après, ça devenait ça faisait que les textes, ça faisait les textes un peu trop longs. Voilà. Donc, d'un côté, les concepts nous apparaissent comme la contrepartie de l'image auditive à l'intérieur du signe. De l'autre, ces signes eux-mêmes, c'est-à-dire les rapports qui relient ces deux éléments, et aussi, et tout autant, la contrepartie des autres signes de la langue. Vous voyez, donc j'ai supprimé une explication pour rendre la lecture plus allégée. Voilà. Donc, pour les ajouts, pour les suppressions, voilà. Indiquer aussi la suppression de certaines parties de texte, de certaines parties et la traduction du texte original. Encore une fois, suppression de texte avant, suppression de texte après. Ça veut dire que malgré la foule moqueuse, nous devons nous battre pour les droits et l'obligation de l'homme de faire son propre destin, d'être artifice de Suventura. Donc, là, on voit que c'est notre langue, hein, c'est entre guillemets simple, américain, on dit, mais voilà. Donc là, une suppression avant, ça veut dire qu'il avait de texte avant, suppression après, ça veut dire qu'il avait de texte après, que j'ai supprimé. Et là, je laisse clair hein, que j'ai gardé les termes originaux. Hein, et par contre, j'ajoute notre traduction. On va expliquer vite fait ce que c'est bit après, mais j'ajoute notre traduction. C'est-à-dire que nous avons de cette citation courte là, c'était nous qui on avait traduit. Voilà. Donc j'ai mis en note de bas de page dans l'original en anglais. Encore une fois, il avait un texte après, il avait un texte, avant. Pardon, avant et après, pardon, je mélange. Donc, il a même une petite faute là, que c'est à l'envers. Voilà. Donc, despite the mocking crowd, we have to fight for man's right and obligation to make his all fate to be the artifice de Suventura. Voilà. Et là, il faut mettre d'autres sortes de guillemets. Voilà. Voilà, donc note des pas de page avec l'original. Et si on fait la traduction nous-mêmes, notre traduction. Voilà. On peut aussi faire de modifications pour maintenir la cohérence syntaxique. Il est possible d'identifier, on va dire que là, vous voyez là l'ajout qui a été fait. Hein, et donc, il est possible d'identifier les éléments potentiellement contaminés. Hein, l'indication du numéro de lot étant obligatoire sur toutes les denrées alimentaires. Voilà, donc vous voyez que là, une modification a été faite pour rendre compréhensible les temps verbal, hein, donc pour faire sens. Vous pouvez évidemment ajouter quelques petits mots pour, voilà, pour meilleur
pour corriger des problèmes de syntaxique. L'appel à citation, c'est ce qu'on vient de dire tout le temps. Hein. Lorsqu'on livre un article ou tout autre document est cité ou paraphrasé dans les corps de texte, on appelle la citation, des citations au format auteur-date ou numéroté doit toujours signaler les ressources citées. Pour vous, vous allez utiliser seulement les systèmes auteur-date. L'appel des citations se trouve juste après l'extrait cité ou paraphrasé, ou avant même. Hein. Il est les liens entre la citation dans les corps de texte et la référence bibliographique correspondante qui se trouve dans la bibliographie à la fin du document. Il sera identique quel que soit les types de documents, sources, ouvrages, articles, thèses, pages web. Par exemple, vous allez utiliser les formats auteur-date qui c'est celui qu'on vient d'utiliser tout le temps. Voilà, sur auteur, date, vous voyez, auteur-date. Sur 1971, page, voilà, 159. Donc, et pour la rédaction, donc, vous utilisez les formats auteur-date. Hein, c'était celui-là. Oui, voilà. Et vous allez utiliser celui-là. Et selon les styles ISO 690, c'est les formats européens. Hein. L'appel des citations à identifier, quels que soient les types de documents, par les noms des familles de l'auteur, on vient de voir, et l'année indiquée entre parenthèses. Vous voyez, sur 1960, je ne sais pas quoi, voilà. Quand le document a plus de 2 auteurs, mentionnez les premiers auteurs suivis de la mention étale. Exemple, ou document d'un auteur, juste grimace, virgule, année. Si c'est citation directe, page XX. Voilà. Un document des 2 auteurs, Grimace Cortés, 1979, encore c'est une citation directe. Papa. Un document de 3 auteurs en plus, Grimace et al. Voilà. Point, virgule, 1949. Si c'est une citation directe, page XX. Voilà. D'accord? Bon. Citation multiple, si plusieurs auteurs ont parlé de la même chose, et on veut l'utiliser les deux pour augmenter la référence bibliographique et pour montrer qu'on a fait plusieurs recherches, on peut utiliser. Lorsqu'on veut signaler que nous citons une idée présentée sur la même forme, dans plusieurs sources différentes, il faut inclure les appels à citation dans une seule parenthèse par ordre alphabétique et séparé par un point en virgule. Donc, Grimace, il a dit une chose, hein, année, non, année, point virgule, Kilandowski, virgule, l'année, a dit aussi. Vous voyez, donc les 2 auteurs, ils ont dit la même chose. Par contre, chaque source fera l'objet d'une référence bibliographique distincte. Du coup, vous allez citer à la fin de votre travail, vous allez mettre à la fin de votre travail la référence bibliographique de chaque ouvrage. Voilà. Allez, j'accélère. On a aussi d'autres possibilités de citation. Apud, qui c'est, par exemple, j'utilise moi, Isbabo, j'ai cité Grimace. Si je vais, vous voyez les dates c'est important parce que ça facilite de voir qui a cité qui. Donc, si vous allez citer ma thèse, par exemple, là, vous allez trouver que moi, en citant Grimace, j'ai dit que, voilà, idem ou id, c'est qu'on en utilise la même référence précédente, y compris la même page. Hein? Grimace 1966, page 40. Si je cite encore un autre extrait de la page 40, je peux mettre id. Ibid ou ibid, hein? C'est quand j'utilise la même référence précédente, mais je change la page. Grimace 1966, page 40, c'était la première citation. La deuxième citation, Grimace 1966, page 41. Donc, c'est la même citation, les mêmes auteurs, mais dans une autre page. Donc, je mets Ibid, page 41, par exemple. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué que c'était exactement l'histoire de A et de B, hein, quand on a la parution
de plusieurs ouvrages de la même année, on met le A et le B pour les différencier, et on choisit A et B selon l'ordre qui apparaît dans les travaux. Et les références bibliographiques, enfin, pour les références bibliographiques de chaque citation, les prénoms de l'auteur peuvent être indiqués en entier ou par ses initiales. Dans ces derniers cas, ne mettre qu'un seul point après la lettre du prénom de l'auteur. Ça va être plus clair tout à l'heure. Les numéros d'édition, des fois on a plusieurs éditions, hein, mais les numéros d'édition n'est mentionné qu'à partir de la seconde édition. Ça veut dire que si on ne met pas l'édition, c'est juste la première édition du livre. Certaines informations ne seront pas toujours disponibles. Par exemple, si vous n'avez pas accès ou s'il n'est pas disponible la date de l'ouvrage, il suffit d'indiquer dans votre citation SID, hein, sans date. S'il n'y a pas des lieux de parution, SL, sans lieu. Voilà. Pardon. Pour les documents en ligne, la date des consultations, hein, consulter les, doit être indiquée. Si l'adresse DOI de Digital Object Identifier est disponible, il doit être utilisé à la place d'adresse affichée par les navigateurs. Vous allez voir. C'est exactement cette partie-là, les références que j'ai mis sur EPRED. Vous allez voir, vous allez voir. Donc, je ne veux pas expliquer cela parce que vous avez accès au matériel et donc ça ne sert à rien d'expliquer. Mais je veux vous expliquer juste comment comprendre. Là sont les éléments, hein, qui se trouvent dans la référence d'un livre complet imprimé. Donc, si je veux citer un livre complet imprimé, je dois mettre auteur principal, titre de l'ouvrage, sous-titre, numéro d'édition, lieu de publication, éditeur commercial, année, ISBN. Donc, pour Valérie, vous voyez, nom de famille, prénom, là, titre de l'ouvrage, sous-titre, numéro d'édition, il n'y a pas, donc première édition. Lieu de publication, Paris, éditeur, Gallimard, année. Je n'ai pas eu accès à l'ISBN, donc je ne les mets pas. Auteur principal, voilà, celui-là. Titre de l'ouvrage, Field Virology, 6e édition, lieu, Philadelphie, maison d'édition, Walter Scluver, je ne sais pas quoi. Et année 2013, ISBN. Voilà. Vous allez voir que tous les formats ont des petits changements, mais ça se passe tout à fait pareil. J'ai laissé ces contenus là sur EPRED pour que vous puissiez les consulter. Hein. Vous allez voir qu'il a tout à fait la même chose. Numéro d'image, figure, les diamants, voilà. Donc, les références de vidéos en ligne, il a tout ça dans EPRED, sur EPRED. Voilà. Bon, je suis vraiment désolé. Je dois partir à l'autre cours, mais on se voit plus tard dans les cours de théorie de la communication aussi. D'accord? Je vous remercie de votre présence, je vous remercie que vous étiez là. Hein. Donc, je vous dis à plus tard. Hein. Soyez sages jusqu'à là. Merci beaucoup. Au revoir.